je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une majorité, une mince majorité, pour l'instant 34 434 de majorité. Les troupes du non l'ont échappé. C'était en 1995, soirée de référendum. Ceux qui étaient sans rappel et ceux qui n'étaient pas sans rappel aussi, certainement. On a vu le Parti québécois qui souhaite que certains documents soient dévoilés. Ils ont déposé 2 motions à l'Assemblée nationale lors de la dernière session pour que ce qu'on a appelé la commission Grenier, le juge Grenier, dans le fond, étudier certains documents par rapport au financement du camp du non. Et il y a des milliers de documents qui ont été étudiés et des entrevues. Et donc, le Parti québécois a déposé des motions à ce sens-là. Et là, on a appris qu'ils veulent aussi déposer un projet de loi pour forcer la divulgation de ces documents. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut, Philippe. Bonjour. Donc, j'ai choisi un sujet original pour ma personne. Ben écoute, on va parler d'indépendance. C'est plus directement cette fois-ci. Exactement, parce que normalement, c'est le punch final. Hein, nos auditeurs fidèles savent que tu as une capacité, puis je le vois rarement venir en plus de ça quand tu commences tes chroniques, à aboutir et à atterrir sur un lien avec la nécessité de faire l'indépendance au Québec. Mais là, tu me le fais cash dès le début. On va parler tout de suite directement du sujet. Mais c'est ça, on sait qu'en mai 2023, donc il y a déjà 3 mois, le Parti québécois a déposé une motion qui a été votée, qui a été appuyée pour justement révéler ces documents-là. On parle quand même de 90 témoignages en audience à huis clos, 4500 documents qui sont frappés d'une ordonnance de non-publication, non-communication et non-diffusion à éternité, donc de manière illimitée, parce que le but du juge était de protéger la réputation des militants du camp du non qui étaient de bonne foi et qui auraient pu voir leur réputation être entachée en raison des enquêtes qui avaient été faites. On s'entend que si tu enlèves les noms, généralement... Ouais, tu préserves l'anonymat. Je dis ça comme ça, là. Je veux dire, c'est pas faux quand même, hein? Il me semble que quand tu veux protéger la réputation, l'anonymat, tu rends son témoignage anonyme, là. En effet, c'est bien vu. C'est bien vu. Mais donc, tu nous ramènes justement à une chronique de Mathieu Bock-Côté, mais c'est pas la seule qui le fait, mais c'est tout un débat. Je me rappelle, il y a 1 an, j'avais aussi lancé un débat sur les questions entre lui et Jacques Beauchemin, qui était son directeur de maîtrise et de doctorat. Et qui est le mien aussi, d'ailleurs, mon directeur de maîtrise. Et donc, là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce débat-là risque de ramener sur la scène, mais là, tout un enjeu historique qui revient sur la scène parce qu'on n'a jamais réglé le conflit. Parce que, rappelons-nous, les fédéralistes ont eux aussi perdu parce que le nouveau statut pour le Québec n'a jamais été obtenu et l'indépendance n'a pas été obtenue. Donc, ce qui s'est passé après 1995, c'est que les Québécois, c'est comme si par fatigue de ces enjeux-là, ils sont passés à autre chose. Mais ces enjeux-là continuent de travailler la société québécoise. Et là, on le voit plus que jamais sur plein d'enjeux. On peut pas continuer dans le statu quo. Donc, il faut trouver une solution. Puis le fait de révéler ces faits-là, c'est le fruit de ces enquêtes. Rappelle-moi pourquoi on peut pas rester dans le statu quo, Philippe. Pour plusieurs raisons. Mais notamment, je sais que souvent les péquistes ont parlé d'économie, développement et tout ça. Donc oui, évidemment, il y a l'économie, tout ce qui a rapport au partage des pouvoirs. Après, je vous dirais que, par exemple, c'est ça que montre la chronique de Mathieu Bock-Côté, je suis d'accord avec lui, c'est que, par exemple, sur la laïcité de l'État, c'est un consensus social. Un consensus à 60%. Mais il y a comme un consensus québécois pour dire que la loi 21, c'est quand même une loi qui rejoint les valeurs québécoises, qui affirme à peu près l'identité québécoise. Et donc là, ça revenait... La loi 21, rappelons-nous, a été adoptée 13 ans après le début de la crise des commandements raisonnables. Donc, c'est comme... La loi 21 est un symbole québécois pour affirmer l'identité du Québec, ses valeurs, puis comment la société fonctionne. Donc là, si cette loi-là, rendue en Cour suprême, parce que là, elle est en Cour d'appel, on attend la décision de la Cour d'appel. Une fois qu'elle est en Cour suprême, on sait très bien que, j'en parlais encore cette semaine, qu'il y a plusieurs juges qui sont proches du Parti libéral. On sait que l'indépendance judiciaire est plus ou moins vraie. On sait très bien que ces juges-là ne vont pas aimer cette loi-là puis ils vont pas rien faire non plus. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont complètement révoquer cette loi-là ou partiellement.
Mais là, Mathieu Bock-Côté se demande quelle va être la réaction de la CAQ. Est-ce qu'elle va se coucher, se soumettre et dire on fait rien, ou bien on fait une petite chose, on s'essaye, mais pas plus que ça? Ou bien est-ce qu'elle va vraiment réagir fortement? Puis à ce moment-là, il croit qu'il va y avoir une sorte de Meach 2, autrement dit une sorte d'alignement des étoiles qui mènerait à justement l'indépendance, selon lui, un nouveau référendum sur l'indépendance. Puis moi aussi, je crois qu'il va finir par avoir un troisième moment dans l'histoire du Québec, qui va être le moment ça passe ou ça casse. C'est le moment ou jamais. Puis ça se peut très bien que ça se passe sur le débat sur la laïcité, mais ça va aussi peut-être se passer sur des questions identitaires comme le français, l'immigration, le Québec bashing, puis d'autres questions comme la monarchie, des partages de pouvoir, des choses comme ça. Donc on voit surtout plein d'enjeux, il y a comme des choses qui s'effritent, il y a des enjeux qui s'intensifient parce que notre monde évolue. Puis veut pas, le Québec entre de moins en moins dans l'idéologie du Canada. Donc, le débat sur la laïcité semble central là-dedans parce que c'est une manière d'affirmer pour le Québec sa différence par rapport au reste du Canada qui, lui, n'accepte pas du tout cette forme de laïcité-là. Donc, le jour où la Cour suprême compte en finir avec la loi 21, là, la question, c'est de savoir est-ce que la CAQ réagit ou bien, selon l'hypothèse de Mathieu Bock-Côté, un autre parti nationaliste prendrait le pouvoir et là pourrait faire l'indépendance. Bon, là, on fait vraiment de la politique fiction, mais on aime toujours ça, faire de la politique fiction. Écoute, tu sais, comment la CAQ va réagir là-dessus? D'un, je pense qu'ils vont faire... Tu sais, c'est un calcul politique, là, à mon avis. Puis là, je le dis, tu sais, c'est un parti qu'on a vu depuis le début de son élection en 2018. Je trouve que c'est un parti qui tu sais, c'est une coalition, hein. Donc, c'est pas un parti qui a des valeurs ancrées, c'est pas un parti, c'est une coalition de gens qui, pour certains, sont fédéralistes, d'autres qui sont nationalistes. Donc, c'est très... je pense que c'est pas ancré leur proposition, tu sais, puis c'est pour ça qu'on l'a vu, là. Ils font des sondages à répétition pour prendre le pouls de la population. Puis là, ils lèvent le doigt comme ça, puis ils disent, OK, le vent tourne à gauche, le vent tourne à droite. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils se gouvernent depuis le début. J'aurais tendance à penser que dans un dossier comme ça, ils vont faire la colonne des pour, des contre pour voir, parce que là, on va se retrouver près d'une prochaine élection. Ils vont avoir le PQ qui vont leur souffler dans le dos, à mon avis, beaucoup. Puis là, tu sais, on le voit, là, t'as plein de péquistes qui étaient passés à la CAQ parce qu'ils disaient, de toute façon, François Legault, c'est un ancien péquiste. De toute façon, la CAQ puis le PQ, c'est la même affaire. Écoute, je l'ai tellement entendu là, de citoyens. Puis, mais ces gens-là sont déçus pour plein de raisons. On trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon fait une bonne job. Puis c'est pas pour rien non plus que le PQ dépose justement, tu sais, va rejouer dans ce film-là 1995 du référendum, va déposer un projet de loi. Tu sais, c'est un statement, dans le fond, c'est pour prendre une place sur l'échiquier politique. Et c'est là que ça va devenir super intéressant de voir les vases communicants entre la CAQ puis le PQ au niveau de leurs militants, au niveau de leurs électeurs. L'autre chose qui va être super intéressante, ça va être de voir aussi au niveau des députés de la CAQ, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont vraiment plutôt indépendantistes et il y en a qui sont vraiment fédéralistes. Donc moi, je paierais cher pour être un petit oiseau pour assister aux discussions qu'il va y avoir dans ces caucus-là quand ça va être à l'heure du jour, là. Mais c'est ça, un schisme est tout à fait possible le jour où François Legault part. Parce que ce qui fait tenir tout ce parti-là, c'est la personnalité de François Legault, qui est très appréciée par les Québécois. Mais le jour où lui part, la raison d'être de la CAQ disparaît un peu. À part que les Québécois seront peut-être habitués à voir ce parti-là au pouvoir. Mais si c'est plus François Legault, c'est plus du tout la même chose, là. C'est plus le même chef, le père de la nation qui est là. Donc, justement, si on a une coalition, justement, tu dis fédéralistes, souverainistes, bien là, il peut y avoir un réel schisme. En ce moment, on dirait que c'est plus l'aile fédéraliste qui domine parce que les fédéralistes ne sont pas gênés de dire qu'ils sont, parce que les souverainistes ont plus tendance à le cacher. Donc, il y a quand même une aile fédéraliste qui a l'air de dominer culturellement au sein de la CAQ. Mais moi, je voulais analyser aussi les angles morts peut-être de l'analyse de Mathieu Bock-Côté, parce que Jacques Beauchemin, qui avait débattu avec lui il y a 1 an, était plus pessimiste sur la façon de voir les choses. Mais dans ta vision des choses, il serait plus optimiste. Mais Jacques Beauchemin, donc, disait que, selon lui, les Québécois sont plus des missionnaires. Donc, même s'il fallait que la Cour suprême casse la loi 21, peut-être qu'il n'y aura pas forcément une réaction aussi forte que ça. C'est-à-dire que dans les médias, il peut peut-être avoir des chroniqueurs qui réagissent fortement, mais il faudrait peut-être un peu plus que ça pour que ça y ait vraiment un sursaut collectif, qu'il y ait vraiment une réaction politique aussi. Puis, justement, le débat sur la laïcité, ça peut être aussi oublié au bout de quelques mois. Donc, c'est ça quand même le danger qu'on peut voir. Puis même le lac Meach, sur le coup, l'accord, c'est pas forcément ça qui a déclenché un référendum sur le coup. T'sais, rappelons-nous que c'est quand même en 1987, c'est l'accord du lac Meach, il échoue quelques années plus tard, mais ça prend quand même quelques années plus tard pour qu'il y ait un référendum
Puis il y a eu quand même aussi l'accord de Charlottetown. Donc, est-ce que... c'est pas forcément si évident qu'il va y avoir un référendum tout de suite. Il y a toutes sortes de combines aléatoires, des facteurs aléatoires. Je te confirme. C'est vraiment pas évident qu'il va y avoir un référendum tout de suite. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais sur plein d'autres questions, c'est parce que ça va pas si bien non plus. C'est pas juste la laïcité, c'est aussi la loi 96, la question de l'immigration. Parce que là, on sait récemment que depuis qu'on a fermé Roxham, donc on reçoit quand même autant d'immigrants irréguliers, mais à partir de l'aéroport. Donc encore une fois, il y a une question de conflit Québec-Canada sur des enjeux importants. Mais tu trouves pas ça malheureux que, tu sais, mettons qu'il y a un parti politique là, qui se dit, moi, je veux remettre le référendum à l'agenda. Je veux qu'on aille vers un référendum. Donc, si tu veux faire ça, il faut que tu aies des conditions gagnantes. Si tu veux avoir les conditions gagnantes, il faut que tu sois dans une méga chicane avec le fédéral sur plein d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te fasses une stratégie pour identifier des faiblesses puis des coins de désaccord avec le fédéral. Il faut que tu alimentes ces désaccords-là. Il faut que tu les mettes de l'avant. Il faut que tu alimentes la grogne chez les Québécois. Tu sais, c'est un espèce de moteur là, qu'il faut que tu alimentes, un feu qu'il faut que tu alimentes. Mais c'est tellement de l'énergie mal dépensée de dire je vais aller comme parti politique. Je sais que tu partageras pas mon opinion là-dessus, mais tu dis pourquoi tu vas aller dépenser de l'énergie à créer des chicanes puis à les alimenter au lieu de te concentrer sur c'est pas les enjeux qui manquent, les problèmes qui manquent, les défis qui manquent au Québec, là. Oui, mais justement, les défis qui... justement, si le Québec veut affirmer ses propres choix de société, il n'y a pas le choix de sortir du Canada. C'est faux. C'est faux. Mais sur la laïcité, on peut pas imposer nos valeurs. Tu sais, je veux juste te dire, Philippe, parce que je ne suis pas obtus sur cette question-là. Ok, j'ai toujours dit, moi, je suis une grande nationaliste. Je suis nationaliste avant d'être fédéraliste. Puis j'ai toujours dit, je vais défendre le Québec d'abord et avant tout. Puis la journée où on me convaincra qu'il faut sortir le Québec du Canada, j'y serai. Ok, je te le dis très ouvertement. Donc c'est pour ça que j'écoute avec attention tous tes arguments dans chacune de tes chroniques. Mais on a toutes les compétences que l'on souhaite. On peut prendre toutes les décisions que l'on souhaite. Tu sais, je veux dire, j'ai été au gouvernement. Puis là, tu sais, on a un champ de compétences qui est extraordinaire en termes de dépenses et en termes décisionnels. Je pense qu'on l'utilise pas toujours bien. C'est une des raisons pour laquelle on a plein d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux. Mais ça reste qu'on a les pleins pouvoirs sur plein d'affaires, tu sais. Ben, sur beaucoup de choses quand même, pour être une nation mature, on les a pas. Puis pour affirmer nos valeurs, justement, sur la laïcité, ça ne fonctionne pas parce que la Charte des droits et libertés du Canada est conçue contre notre conception des choses. Donc, si on veut la laïcité de l'État, le Canada va dire non, alors que c'est un consensus social qui est rendu au cœur de notre identité collective. Donc, si le Canada refuse ça, ben là, il refuse entièrement notre manière de voir l'intégration des nouveaux arrivants. Puis on le voit également dans les seuils d'immigration sur lesquels on n'a pas tant de décisions là-dessus non plus. Ben, c'est pas tout à fait vrai, là. Oui, quand même. Là. On prend beaucoup de décisions là-dessus aussi. Là. Mais sur les seuils, on est quand même un peu forcé de suivre la cadence. Parce que sinon, on va fondre notre poids dans la fédération. Donc, si on fait juste fondre notre poids dans la fédération, ben là, on va constamment perdre du pouvoir puis de l'influence sur Ottawa. Donc, c'est certain que, bien même sur le français, encore une fois, on est régi sous les lois des langues officielles qui, évidemment, font toujours en sorte qu'il y avantage l'anglais au détriment du français, puis on comprend pourquoi. Puis on le voit dans toutes sortes de situations aussi, le Canada impose l'anglais un peu partout, puis impose sa norme un peu partout. Notamment dans l'armée canadienne, ça se passe surtout en anglais, dans toutes sortes d'enjeux. Puis on le voit dans toutes sortes d'enjeux, ça ne fonctionne pas entre le Québec et le Canada, mais surtout sur le plan identitaire, ça ne fonctionne plus, parce que nous sommes deux nations complètement différentes et qui ne parlons même pas la même langue. Donc on peut même pas s'entendre, en fait, là, sur plein d'enjeux comme laïcité, immigration, français, puis même le Québec bashing, on le subit encore aujourd'hui. Puis on sait que le Canada s'ingère dans nos champs de compétences. Par exemple, les universités, il y a beaucoup de chaires de recherche du Canada qui orientent la recherche pour soutenir le régime canadien. Il y a plusieurs universitaires qui mangent dans la main du régime. Et donc, tant qu'on est un peuple colonisé, bien, on est toujours pris avec une élite qui est soumise au Canada. Tandis que pendant ce temps-là, le peuple va souffrir de toutes sortes de situations, de conflits Québec-Canada qui n'en finissent plus. Puis il y a toutes sortes d'autres enjeux. Là. Sur l'économie, on sait très bien qu'on pourrait bien mieux se développer si on avait tous les leviers. Sur le commerce, même chose, la diplomatie. Donc, pour qu'une nation devienne mature, il faut qu'elle soit indépendante. Bon, tu comprendras que je suis pas d'accord avec la plupart des arguments que tu viens de dire, mais le temps file. Mais entre autres, sur la langue française, je veux dire, on a la loi 101. On a vu, regarde, l'imposition de plus d'immigrants parlant francophone. Tu sais, François Legault, il ajoute beaucoup cette carte-là à ce niveau-là, l'imposition
l'augmentation des seuils dans des cégeps. Je dis pas que c'est parfait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a la capacité et l'autonomie comme nation de prendre des décisions. Puis ça, c'est une force extraordinaire. Puis je trouve qu'on le souligne pas assez souvent, mais on fait pas... Tu sais, je veux dire, les problèmes dans le réseau de la santé, c'est pas à cause du fédéral, là. Le fait qu'il manque des professeurs dans nos écoles, c'est pas à cause du fédéral. Tu sais, la plupart des enjeux qu'on a actuellement, là, je veux bien croire que le fédéral a le dos large, là, mais il y a un bout qui nous appartient. Là. Si nos infrastructures sont en train de tomber à droite à gauche, c'est bien parce qu'on s'en est pas occupé. Je veux dire, il y a une part où ça devient un peu facile, je trouve, de mettre ça dans la cour de l'autre. Et là, je sais que je dois arrêter, puis je veux pas que ça donne l'impression que je te laisse pas. De toute façon, ce débat-là, je sais qu'on va le reprendre, mais je vois le temps qui tourne, puis de toute façon, on se fera un round 7, 8, 9, 10, 11, 12. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci.